Bonjour à tous et bienvenue pour cette critique de l'un des films de pop culture les plus attendus de tous les temps. Je parle bien sûr d'Avengers 3 Infinity War. Il y aura d'abord une partie sans spoiler, puis dans une seconde partie très distincte de la vidéo, j'entrerai avec vous dans les spoilers, c'est parti. Infinity War, c'est un film à la fois favorisé et défavorisé. Bon ok, c'est surtout un film qui part avec de gros avantages, genre pour commencer 10 ans de construction d'univers avant son arrivée avec des personnages qui se sont fait une place dans la tête et le cœur de millions de fans de par le monde. Je ne parle même pas du matraquage promotionnel du film, qu'on prédit déjà comme le plus gros succès de tous les temps du box-office. Mais une fois que j'ai dit tout ça, qu'est-ce qui nous intéresse vraiment? Eh bien c'est la qualité du film bien sûr, et de ce point de vue, on peut dire quand même qu'il est légèrement défavorisé du fait des énormes attentes qui pèsent sur lui. Alors vous vous demandez, est-ce que ce film est à la hauteur de nos folles espérances? Vous savez que j'ai l'habitude d'être assez mesuré, du coup je vais répondre oui mais. Oui du fait de l'ampleur du film, des conséquences des actes qui se déroulent à l'écran, de l'ambition qu'on retrouve aussi bien dans le scénario que les scènes d'action et les moments tragiques. Mais on a aussi un film qui peut sembler parfois décousu ou plutôt qui donne un effet patchwork, comme une juxtaposition d'éléments qu'on a assemblés et d'ingrédients qu'on a voulu absolument faire cohabiter. Trop de héros et trop d'ambiances différentes pour construire une réelle cohésion. Même si je suis convaincu qu'il sera globalement apprécié, ce cocktail qui secoue 10 ans de Marvel pour nous en servir la version ultime sera peut-être un petit peu indigeste pour une partie du public. De mon côté, le sentiment dominant reste quand même une admiration pour ce que j'appellerais la force de caractère de ce film qui va vraiment jusqu'au bout de son propos. Au moment de vous concocter cette vidéo, je n'ai vu le film qu'une seule fois et il est absolument certain que mon avis s'affinera au fur et à mesure des visionnages, mais je peux dire que ce qui m'empêche de le considérer comme un très bon film, c'est le dosage de l'humour. On sait que pour certains spectateurs, c'est un problème récurrent des films du MCU. Déjà, ça m'avait bien sorti des événements pourtant durs de Thor Ragnarok, et là encore j'ai trouvé qu'on désamorçait trop vite les situations de tension émotionnelle, comme si on craignait que le spectateur puisse ressentir de la peur ou de la tristesse plus d'une minute d'affilée. Alors attention, hein, je comprends parfaitement la logique qu'il y a derrière ce choix, mais de mon point de vue, certaines blagues arrivaient de façon trop rapide, elles étaient trop grosses, et du coup elles pouvaient avoir comme effet d'amoindrir la gravité de ce qui se déroulait à l'écran, et aussi tout simplement notre investissement émotionnel dans le film. Pour contrebalancer tout ça, je dois avouer que la plupart de ces blagues m'ont fait rire ou sourire, et le problème ce n'est pas l'efficacité de cet humour, mais encore une fois son dosage. Pour ce qui est de mes moments préférés du film, ils appartiennent à deux grandes catégories. D'abord les scènes d'action et les démonstrations de pouvoir, d'astuce ou de puissance brute de certains personnages, quel que soit leur camp. En termes d'équilibre des pouvoirs, c'est loin d'être parfait, et des problèmes de logique se posent également, mais j'y reviendrai dans la partie spoiler. Malgré tout, le film sait faire fructifier tout ce qu'on sait des capacités des héros pour leur donner à chacun, ou presque, leur petit moment de gloire. Il faut bien avoir conscience que c'est un exercice périlleux qui relève de la jonglerie, avec plus d'une trentaine de protagonistes et d'antagonistes à gérer. La seconde catégorie de mes moments préférés est celle de l'émotion. C'est souvent là où je pensais la trouver qu'elle a tenu ses promesses, et j'aurais même préféré qu'on la laisse s'exprimer encore davantage. Puisque j'en suis dans la réussite, il y a un personnage qui réunit très bien ces deux aspects. Non, même il y a deux personnages, sachant que le deuxième les réunit encore mieux que le premier. Le premier, c'est Thanos, tout simplement. Peut-être que certains critiqueront la folie qui consiste à donner le rôle principal d'un tel film à une créature entièrement numérique, mais pour moi, le pari est plutôt réussi. Dans les scènes d'action, c'est même un succès éclatant tant c'est fluide et réaliste. Dans les scènes d'émotion, c'est un cran en dessous, mais franchement pas mal du tout quand on pense qu'on a quand même sous les yeux un géant mauve avec un gros menton. Le deuxième personnage, c'est Wanda Maximoff. De mon point de vue, c'est vraiment la consécration pour ce personnage à tous les niveaux. Elle envoie du très très lourd, on commence à faire plus que simplement lever le voile sur son potentiel de puissance, et son interprète apporte une réelle sensibilité à ces scènes. En revanche, je dois bien vous avouer que j'ai été déçu par le très faible temps à l'écran et l'impact minime de certains personnages. C'est inévitable avec autant de personnages, mais ça n'enlève rien à la frustration quand on est fan. Ce ne sera pas un spoiler de vous prévenir qu'évidemment, il vous faudra attendre la toute fin du générique, comme tout bon fan de Marvel qui se respecte, pour profiter d'une scène post-crédit. Ce ne sera pas non plus un spoiler de vous dire que d'ici Avengers 4, ça va beaucoup discuter et que cela va nous offrir matière à des tas de vidéos. Ce qui sera un spoiler en revanche, c'est tout ce qui va suivre. En effet, il est temps de passer à la partie qui n'est ouverte qu'à celles et ceux parmi vous qui ont déjà vu le film. Pour me lancer dans cet avis avec spoiler, je dois bien avouer qu'encore une fois, je me suis retrouvé dans une situation un petit peu particulière en visionnant ce Avengers 3 Infinity War,
puisqu'en gros j'avais plus ou moins compris tout son déroulement lors des différentes théories que je vous avez présentées, et oui c'est le problème, à force de réunir des informations sur un film, on sait un peu tout à l'avance. Du coup je n'ai pas eu vraiment de très grosses surprises, et pourtant ce sera un élément très important dans l'expérience de la plupart des gens qui vont le découvrir en salle, et rien que pour cela, il faut vraiment lui dire bravo. C'est vraiment appréciable qu'on ait laissé les scénaristes faire les choses à fond, et donc permettre à Thanos de gagner la partie, du moins temporairement. On ressent à fond le caractère impitoyable du personnage, la détermination surhumaine de Thanos, et sa capacité à aller au bout de sa vision extrême du meilleur chemin pour l'univers. Du coup, Thanos est une parfaite illustration du danger des convictions poussées à l'extrême, quelle que soit leur nature. Et oui, d'une certaine façon, on peut dire que Thanos est un extrémiste de la décroissance, c'est même le champion cosmique du malthusianisme proactif, si vous me passez l'expression. Pour ceux qui découvrent, petit instant culture, Thomas Malthus était un économiste et prêtre qui a mis en garde contre les effets dévastateurs d'un développement de la population risquant d'épuiser les ressources naturelles. Comme je le disais en première partie, j'ai bien apprécié les moments d'émotion qui lient notamment Thanos à Gamora, et même si un visage humain aurait été encore plus expressif, on peut dire que le pari a été largement tenu. Et je pense que c'est justement la gravité du personnage, l'ampleur tragique de son ambition désintéressée et meurtrière, qui a poussé les réalisateurs à les contrebalancer par un humour à mon goût oppressant. J'en reviens maintenant à l'ouverture du film, presque aussi puissante que promise. Thor et Heimdall sont déjà vaincus et de nombreux Asgardiens sont morts. Beaucoup vont se demander où sont passés Valkyrie ou même Korg. Je ne sais pas s'ils ont tourné une scène initialement, mais en théorie, ils devraient avoir fui avec une partie des Asgardiens. Pour ce qui est du déroulement, on peut imaginer soit tout simplement un départ dans une navette de secours, soit une première intervention d'Heimdall avec le pouvoir qu'il utilisera une dernière fois sur Hulk. Comme je l'espérais, le film commence fort avec la démonstration de la puissance de Thanos et d'Ebony Maw, et bien sûr la mort d'Heimdall et Loki. Alors forcément tout le monde se pose la question, est-ce que ces personnages sont morts pour de bon? Là pour l'instant je parle d'Heimdall et Loki, et je pense que la réponse est oui, même si les années de comics, que ce soit Marvel ou DC, nous ont bien enseigné que la mort d'un personnage de comics, c'est rarement définitif. Vous connaissez peut-être déjà mon avis sur Hulk dans le MCU, si vous êtes un habitué de mes vidéos. Pour moi, il n'est pas traité comme il le mérite. Après s'être dérouillé, on ne le reverra plus de tout le film comme si Hulk avait la trouille. On aura peut-être une explication plus solide dans Avengers 4, et j'espère vraiment qu'un jour, tout le potentiel de ce personnage sera exploité à l'écran. J'en suis d'autant plus déçu qu'Infinity War continue dans le registre ouvert par Ragnarok, en transformant Bruce Banner en bouffon, alors que je le préfère dans un registre sérieux voire tragique. Le pire, c'est qu'on n'a même pas la moindre scène seule à seule entre Bruce et Natasha, contrairement à ce que laissait espérer l'une des bandes annonces. Celui qui est bien traité, même très bien traité, c'est Thor. Les fans du personnage seront ravis, et même s'il s'est pris une raclée qu'on n'a même pas vue au début du film, on nous fait clairement comprendre que le seul à pouvoir rivaliser physiquement avec Thanos, c'est lui. Je vous renvoie à ce sujet à mon classement de puissance des 25 héros du film. Avec Stormbreaker, Thor passe peut-être en première position, mais je pense que le Docteur Strange prouve aussi dans le film, un peu tardivement c'est vrai, qu'il était loin d'être démuni seul face à un Thanos équipé de 4 pierres, alors que Strange n'utilisait même pas le pouvoir de la pierre du temps. Pour en revenir à Thor, vous allez me dire que je radote sur ce reproche, mais pour moi tout le potentiel de son deuil vient se faire gâcher par les blagues à répétition des Gardiens de la Galaxie. Notamment le passage de la grosse voix de Peter, c'est éventuellement amusant si on prend la scène hors contexte, mais dans le film ça semble tellement irréaliste et forcé que ça m'a sorti de l'histoire. Attention, encore une fois, je ne dis pas que c'est tout l'humour du film qui serait à jeter, loin de là. Dans la liste des vannes que j'ai appréciées, il y a Thor qui appelle Rocket lapin pendant tout le film, certaines des conneries de Drax et Mantis, ou encore le peu de dialogue qu'a Okoye, ou même ne serait-ce que le regard qu'elle lance à Banner qui se vautre avec le Hulkbuster. Je vais continuer sur les gardiens d'ailleurs, Peter, Drax et Mantis sont égaux à eux-mêmes. Petite déception du côté de Groot qu'on a résumé à un cliché d'adolescent collé à son jeu vidéo, mais bon, je n'attendais pas de miracle de son côté. Du coup, les deux gardiens que je préfère dans ce film sont Gamora et Rocket, l'une pour la gravité qu'elle apporte et l'autre pour son cynisme toujours rafraîchissant. La demande que Gamora fait à Peter de la tuer plutôt que de la laisser se faire enlever par Thanos est très touchante, de même que sa déclaration d'amour alors que justement elle disparaît avec son père adoptif. Je vais faire plus simple, de manière générale, j'ai apprécié toutes les scènes de Gamora quand elle est toute petite et que Thanos l'adopte, aussi bien que sa compassion pour Nebula, ou lorsqu'elle finit enfin en sacrifice à la pierre de l'âme. Avec Wanda et Thanos, ils sont pour moi les meilleurs personnages du film. À ce sujet, la scène qui survient juste après que Thanos ait enfin claqué des doigts est évidemment très importante. Je parle bien sûr de la rencontre de Thanos avec Gamora enfant dans une ambiance orangée, tout comme Adam Warlock dans les comics. C'est une piste pour nous indiquer que l'âme de Gamora survit à l'intérieur de la pierre. Pour revenir un instant sur Star-Lord, le moins qu'on puisse dire c'est qu'il a sérieusement déconné au moment de la quasi-défaite de Thanos. J'ai trouvé ça dommage qu'on s'en arrête à cette facilité, puisqu'un gars comme Tony aurait quand même pu comprendre qu'il fallait le mettre KO avant qu'il ne gâche tout, qu'il ne condamne la moitié de l'univers à la mort,
tout simplement pour exprimer sa rage. Du côté des terriens, des Avengers si vous préférez, on a Wanda qui prouve tout son potentiel, et les scènes d'émotion avec Vision m'ont vraiment convaincu. Le plus fort et le plus terrible dans tout ça vient avec le sacrifice de Vision, alors que Wanda parvient à la fois à détruire la pierre et à retenir Thanos dans un déluge de puissance, et tout ça pour rien. Et la cruauté du jet de Thanos, qui revient en arrière grâce à la pierre du temps, est alors vraiment terrible, car toutes les souffrances qu'a enduré Wanda en tuant celui qu'elle aime n'ont servi à rien. Non seulement il est ramené, il est tué une deuxième fois, mais en plus Thanos obtient la dernière pierre. Et du coup, je dois bien avouer que j'ai été déçu de constater que Wanda faisait partie de cette moitié de l'univers qui est partie en poussière, tout comme Stephen Strange d'ailleurs. Des personnages aussi importants qui disparaissent, ça laisse un petit goût amer, mais je suppose qu'Avengers 4 tirera le meilleur parti de cette situation. Je pense que les nombreux fans d'Iron Man se feront très plaisir dans ce film avec la débauche de nouvelles capacités de son armure. Pour la suite, il semble assez évident que la décision du Docteur Strange, qui n'est pas vraiment sentimentale, d'offrir la pierre du temps à Thanos contre la survie de Tony, vient souligner l'importance qu'aura Tony. Il sera sans doute la clé pour la victoire à long terme. J'ai trouvé plutôt intelligent de nous faire craindre la mort de Tony pour ensuite tuer presque tous ceux qui l'entourent, et notamment Peter Parker. Le plus terrible, c'est que Peter serait mort quelles que soient les actions de Tony. Pour ce qui est de Steve, Sam et Natasha, leur rôle était assez réduit, et je ne cache pas que j'aurais aimé voir davantage Captain à l'œuvre, même s'ils ont eu leur moment de gloire, notamment contre Corvus Glaive et Proxima Midnight. À ce sujet, il est sans doute un peu dommage qu'on en apprenne si peu sur les membres de l'Ordre Noir. De manière plus générale, ces personnages m'ont semblé sous-exploités. Tous les tuer dès le premier volet me semble un peu rapide, mais bon, ce sera peut-être un service pour Avengers 4 en termes de renouvellement de l'intrigue. On remarquera au passage qu'à part Corvus, éventuellement, ils ont tous eu des morts un peu stupides. Ceci dit, je dois dire que j'ai bien apprécié la façon astucieuse dont Peter a imaginé le scénario pour aboutir à la défaite des Bonimo, une bonne leçon de modestie pour celui qui avait pris la grosse tête alors qu'il n'avait aucune capacité de contrôle mental, juste de la télékinésie. Pour en revenir sur les héros ou les anti-héros, je dois dire que j'ai été un poil déçu de ne voir aucune capacité spéciale pour le nouveau bras de vibranium de Bucky. Déçu aussi de l'absence totale d'Hawkeye et Ant-Man, d'autant plus que je pensais vraiment les voir dans une scène post-crédit. Pour l'ensemble de la grande bataille finale du Wakanda, le spectacle était présent, on a eu une belle démonstration de puissance de feu de War Machine notamment, mais pour moi la grosse incohérence c'est tout simplement l'absence totale d'une armée internationale ou au moins américaine. Autre grosse incohérence qui m'a vraiment gêné dans la bataille finale, pourquoi Thor arrive-t-il bon dernier pour combattre Thanos alors qu'il est là pour ça et qu'il sait pertinemment qu'il est sans doute le seul à pouvoir le blesser. Thor n'arrive qu'au dernier moment alors que Thanos a déjà récupéré les 6 pierres d'infinité, ça fait un petit moment que Cap ou Steve Rogers a lancé son appel de détresse, et du coup rien ne nous explique dans le scénario cette absence de Thor, où on aurait au moins pu nous le montrer en train de sauver des gens de certains Outriders, et l'explication n'est pas son déplacement puisque c'est l'un des plus rapides de la bande. Parmi les grosses surprises du film, même si je l'avais rapidement évoqué dans au moins une vidéo, il y avait bien sûr la présence de Crâne Rouge. Il aurait donc été condamné à une sorte de rôle de gardien d'une pierre qui ne fait que lui rappeler ses illusions de grandeur. C'est bizarre, mais le raisonnement philosophique qu'il y a derrière laisse peut-être entrevoir l'intervention d'entités cosmiques, comme le tribunal vivant par exemple. Mention aussi à Peter Dinklage dans le rôle d'Aitri. Ce n'était pas une surprise pour ceux qui avaient regardé toutes mes vidéos, mais le Nidavellir vient un peu prolonger l'ambiance science-fiction fantasy du monde de Thor. Concernant la scène générique, elle est là uniquement pour nous révéler l'existence de la balise activée par Nick Fury pour faire appel à Captain Marvel. Et voilà qui pose des questions intrigantes quant à la temporalité du personnage de Carol Danvers et son âge, puisqu'on sait qu'elle obtient ses pouvoirs dans les années 90 et qu'il n'y a aucune chance qu'il vieillisse Brie Larson à l'écran quand elle arrivera pour Avengers 4. Ce qui est de plus en plus clair pour moi, c'est que le voyage quantique que va explorer le film Ant-Man and the Wasp cet été aura un rôle majeur dans l'histoire d'Avengers 4 afin de permettre un voyage entre les univers, peut-être même dans le temps, et même éventuellement à l'intérieur des pierres. Après tout, Gamora s'y trouve, mais aussi l'esprit de Vision. Enfin, au sujet des 6 pierres d'infinité, il y a quand même une grande question qui se pose à la fin du film. En effet, Thanos semble avoir cramé au moins le gantelet d'infinité avec l'usage qu'il en a fait. Du coup, à quel point est-il encore capable de les utiliser? Autant de sujets passionnants auxquels je consacrerai bien évidemment des vidéos dans les jours et semaines à venir. Une bonne raison pour vous abonner à la chaîne et aussi peut-être de laisser un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu. Et pour ce qui est du t-shirt de Thanos, s'il vous a tapé dans l'œil que vous le cherchez, eh bien il y a un lien dans la description. Je pense aussi que je vais vous préparer très prochainement un classement de tous les films Marvel dans mon ordre personnel de préférence. Sachez également que la saison 2 de Westworld, dans un autre genre, a commencé et que je la couvre tous les lundis. Je vous la recommande très chaudement. Enfin, dernière information, je serai présent au Bordeaux Geek Festival. Ce sera les 19 et 20 mai prochains et je vous y rencontrerai avec un immense plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!